suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. Comme il l'avait prédit, Jacques Messrine n'est pas tombé vivant entre les mains de la police. Ce sera eux ou moi, disait-il. C'est en public et en plein jour que s'est terminée cette spectaculaire carrière criminelle. La police préparait les détails de l'embuscade depuis 48 heures. Messrine avait loué un appartement dans ce quartier du nord de Paris, près de la porte de Clignancourt. Il avait été repéré. Cet après-midi, 2 faux camions de déménageurs ont bloqué la route de sa BMW. D'autres voitures l'ont encerclé. Il y avait là une cinquantaine de policiers de la brigade dite anti-gang. Ils ont ouvert le feu. Ce jour-là, ils m'ont tué aussi, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont tué les 2 Bruno, quoi. Ils ont tué le Bruno de papa et le Bruno du prénom qui lui portait bonheur, c'est-à-dire celui de son fils. Donc en gros, j'ai eu l'impression de me prendre 50 000 fois la bombe atomique sur la tête. Je dirais qu'à partir de ce jour-là, déjà, j'étais pas vraiment un gamin quand j'étais gamin, mais à partir de ce jour-là, j'allais cesser définitivement d'être un gamin, quoi. Jacques Messrine, c'était un personnage gouailleur, avec plein de charme, qui cherchait quand même en permanence à séduire son auditoire. Messrine, c'est aussi une création des médias de son époque. Et c'est aussi un homme... Il y a une révolte fondamentale, authentique chez lui. Jacques-René Mérine naît le 28 décembre 1936, rue Anatole France à Clichy, dans la banlieue immédiate de Paris. Son père, Pierre Mérine, est un habile artisan de mode qui fondera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ce qui deviendra la plus grande maison de broderie de France. Mon grand-père part à la guerre. 3 jours après avoir fait la guerre, il est déjà prisonnier, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et à partir du moment que les Allemands se sont mis à envahir Paris, ma grand-mère a décidé de mettre les 2 enfants, c'est-à-dire mon père et ma tante, en fait sa sœur, de les mettre à l'abri à la campagne. Donc au moment où mon grand-père revient totalement malade des camps de prisonniers, ça fera à peu près 6 ans et demi à peu près d'absence. Son cas n'a rien de particulier, à part qu'il faisait partie de tous ces enfants en fait, de l'après-guerre. Donc ceux qui, pendant la période de la guerre, n'avaient pas été habitués à l'école, n'étaient plus habitués à la discipline, à travailler. Ce qu'il y a de particulier chez Messrine, on ne retrouve pas ça beaucoup dans le banditisme, tant en France qu'ici, c'est que c'est un fils de la bourgeoisie. Bref, ce n'est vraiment pas un criminel qui aurait été motivé là, par une révolte, par des conditions d'existence trop difficiles dans son enfance. Élève turbulent et indiscipliné, bien qu'intelligent, le jeune Mérine est peu intéressé par les études. Il quitte donc l'école assez tôt pour exercer des petits boulots aussi brefs les uns que les autres. En 1955, à 19 ans, après un premier mariage très bref, la vraie vie commence. Il part en Algérie pour y faire son service militaire. On n'a pas été le chercher, il a bien voulu y aller. Et là-bas, il est certain qu'il a trouvé, je dirais, peut-être enfin le goût de l'aventure qu'il recherchait plus ou moins. D'abord, c'était une guerre vicieuse, en sens que on se battait contre des maquisards. Hein. C'était pas une guerre où il y avait une armée, 2 armées face à face, etc. Donc, c'était des embuscades, c'était des coups par surprise, finalement. C'est son enrôlement et ses années de service là, en Algérie, qui est une guerre vraiment très sale, très dure. Et lui, on sait qu'il était aux premières lignes de feu. Alors, c'est donc un révolté dans un sens, je pense, pour son époque, et qui s'est retrouvé donc dans un contexte
très difficile, très particulier, qui a été marqué à vie. Il était dans une compagnie de matériel qui est largement aussi important que n'importe quelle autre compagnie, vu que c'est des gens qui se déplacent sur tous les terrains les plus chauds pour réavitailler les gens, peu importe dans le matériel, munitions et tout ce qu'on veut, les pièces détachées. Et cette unité, comme elle était tout le temps au feu, il fera toute la guerre en fait en tant que commando de sa compagnie de matériel. Pendant 2 ans et demi, cette jeune génération de Français, là, ça a duré 10 ans quand même. Enfin, 7 ans, 8 ans, étaient entraînés à tirer pour tuer, aussi simple que ça. Certains Français voyaient mourir ses meilleurs amis avec leur sexe coupé dans la bouche et mis dans la bouche et exposé face à la Mecque. Donc c'est quand même assez violent quand on est Français, quand on a 20 ans. Et je pense que tout ça, ça a dû le marquer vraiment très très fort, quoi. Ça relativise aussi la mort, finalement. La première fois qu'un camarade est tué, on est très bouleversé, finalement. Et tous ceux qui ont été en Algérie ont eu des copains tués. Autrement dit, la mort ou l'assassinat de quelqu'un par balle, finalement, c'est quelque chose, c'est un événement malheureux et pour lequel il vaut mieux être du bon côté du fusil. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Quand il est rentré d'Algérie, il maudissait ce pays et il ne supportait plus, et je crois que c'est resté jusqu'à la fin de ses jours, il ne supportait plus les Arabes. Ça, c'était clair et net, il avait une haine de l'arabe. Quand il va être démobilisé, rendu à la vie civile là, à la fin des années 50, il est couvert de médailles, plusieurs citations de bravoure, mais aussi il va avoir des difficultés à s'acclimater à cette vie civile-là. Les soldats qui avaient fait la guerre d'Algérie n'étaient pas spécialement aimés, ni vraiment l'inverse, contrairement à ce qu'on dit aussi, mais n'étaient pas spécialement des gens qui étaient passionnants, je dirais, pour les Français, pour une bonne raison, parce que la France en avait vraiment rien à foutre de cette guerre. C'est pas comme revenir de la guerre 39-45, là où tu défendais le pays, etc., c'était la Grande Guerre, etc. Là, tu revenais d'un pays lointain. Cette guerre-là emmerdait tout le monde. Il y avait beaucoup de protestations. Beaucoup de partis politiques étaient contre cette guerre-là. Donc lui s'est retrouvé dans ce contexte où les gens n'étaient pas spécialement respectables de ce qu'il avait fait, quoi, du risque qu'il avait pris. Et je pense que je dirais la première maladie qu'il a eue, ça a été l'ennui et le manque d'aventure, le manque de risque, quoi. Et puis, ils étaient complètement déconnectés de la réalité. À 20 ans, 2 ans et demi, c'est comme 10 ans à 40 ans. Alors, tu reviens en France, tu connais plus de filles, toutes tes blondes sont parties avec d'autres gars. Tu vas dans un bar, tu connais plus les danses à la mode, etc. Dès le retour de la guerre d'Algérie, ses parents lui trouvent un emploi dans une très très grande maison de dentelle. Donc on peut imaginer quand même que le militaire qui revient avec un nombre d'embuscades, croit la valeur militaire, et tout d'un coup qui se retrouve à être représentant pour une très très grande maison, mais représentant avant de la dentelle, le petit Jacques, il était perdu, quoi. Nous sommes en 1961 et Jacques Mérine a déjà réalisé qu'il n'est vraiment pas fait pour le petit commerce. C'est alors qu'il entreprend, bien modestement, sa carrière criminelle. Petit cambriolage, petit pari, rien de bien sérieux. Puis, en vacances en Espagne avec des copains, il rencontre sur la Costa Brava une certaine Maria de Soledad, qui deviendra sa femme et la mère de ses 3 enfants. Et un mois après, il reçoit un petit courrier lui annonçant que la femme qu'il a rencontrée est enceinte de lui. Donc à partir de là, comme il en est fou amoureux, il lui demande de venir s'installer à Paris. Il s'installe à Paris. C'est donc quelques mois après la naissance de ma grande sœur. Puis en 1962, ce qui devait arriver arrive. Mérine, avec 2 autres complices, prépare un cambriolage d'envergure, qui n'aura jamais lieu. Il est arrêté au volant de la voiture devant servir au crime. Première peine de prison, 18 mois pour transport d'armes. Là, mon père, j'en ai totalement les preuves à travers son courrier, parce que j'ai pratiquement tout son courrier qu'il échange avec ma mère à l'époque, où c'est clair que dès le début, dès les premiers jours d'incarcération, il s'en veut totalement. Il lui promet chaque jour qu'il va changer, que tout ça c'est terminé. Jacques Mérine se trouve donc un métier qui est plus à la hauteur de ses goûts et de son talent. Passionné d'architecture et doué pour le dessin, il est embauché comme maquettiste dans une maison spécialisée. C'est là qu'il concevra la maquette du pavillon de la France à l'Expo 67.
Mais ces belles résolutions sont aussi solides que celles d'un fumeur au matin du 1er janvier. La ronde des petits délits recommence. Si bien que fin 67, recherché par les polices de France et de Navarre, et sa relation de couple battant sérieusement de l'aile, il se sauve en Espagne. Et à un moment donné, en 67, il fait la connaissance d'une femme du milieu de la prostitution à Paris, Jeanne Schneider. Il va s'en amouracher et tous deux vont décider de se refaire une vie et d'émigrer au Québec. Il est comme beaucoup de Français qui considèrent les Québécois, bien sûr, comme nos cousins. Donc, pour lui, c'était une terre vierge avec un peuple amical, là où il pouvait recommencer tout à zéro. Vers la fin des années 60, il y a pas mal de jeunes qui ont quitté la France. Il y en a qui sont partis en Australie. Beaucoup sont venus au Québec. Ça, c'est l'influence, disons, de deux choses. La visite du général de Gaulle, on en avait quand même parlé en France. Vive le Québec libre! Et surtout l'Expo 67, dont on parlait beaucoup en Europe. Alors, il débarque donc ici à l'hiver 1968 et il va, lui, travailler sur un chantier de construction. Donc, il a travaillé pour l'Université de Montréal au moment où elle était en travaux. Il a travaillé, après nous savons, comme chauffeur pour un maire assez connu. Ça s'enchaîne encore, je dirais, correctement, parce qu'il perd à peine ce travail, puis trouve donc un nouvel emploi avec Deslauriers, avec donc Georges Deslauriers qui l'emploie. L'ambiance est excellente tout le temps qu'il travaille chez lui. Il est même, on pourrait même le dire, il est heureux. Hein. Mais à un moment donné, M. Deslauriers ayant appris que Jeanne Schneider avait eu maille à partir avec le jardinier qui était là depuis des années, a décidé de les congédier. Ce qu'accepte très mal Jacques Messrine, qui décide, autant par esprit de vengeance que de lucre, de kidnapper son ancien patron et de l'emmener à Montréal puis d'exiger une rançon de la famille. Il l'a véritablement kidnappé, il l'a amené à son appartement à Montréal sur la rue Sherbrooke. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On devait l'endormir en lui faisant boire un verre d'alcool et en mettant une certaine potion dedans, mais cette potion-là était tout à fait neutre, de sorte que M. Deslauriers, en l'absence de Messrine et de Mme Schneider, et d'un tiers complice, il s'est évadé. De sorte que tout a avorté, et là, Messrine a su que la police serait à ses trousses. Je suis convaincu aussi que s'il n'y avait pas eu l'histoire Deslauriers, il y en aurait eu une autre, certainement un de ces jours, quoi, hein. Quand on va sur son parcours et quand on doit suivre son chemin d'une manière ou d'une autre, la vie fait qu'on va y arriver, hein, ça c'est clair et net. Piégés comme des amateurs, Jacques Mérine et Jeanne Schneider savent qu'ils doivent faire de l'air. Et vite. Ils quittent Montréal en direction de la Gaspésie. Destination Percé. Ils ne se doutent pas qu'à un jet de pierre du célèbre rocher va se jouer leur destin et celui d'une dame qu'ils ne connaissent pas encore. Lorsqu'ils descendent du train à Percé le 21 juin 1969, Jacques Mérine et Jeanne Schneider viennent chercher un peu de répit, là où ils sont convaincus que la police ne pensera jamais à venir les relancer au sujet de l'enlèvement de Deslauriers. À partir de là, il sait qu'il risque 10 ans. Là, ça change complètement la donne. Et à partir du moment où je pense qu'il sait qu'il risque 10 ans, il y a une espèce d'accélération naturelle, quoi. Là, ça devient sérieux, comme on dit. Effectivement, leur passage marquera à jamais le destin de la petite communauté côtière. C'était aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, en 68. Il s'est rendu à Percé, à louer un petit cottage, un petit chalet, à l'auberge des Trois-Sœurs, qui était tenu, dont la propriété était, la propriétaire était Mme Évelyne Leboutillier. Ils vont rester là quelques jours. Et puis là, pour brouiller les pistes, ils vont s'en aller à Windsor, en Ontario, pour que la police croie qu'ils veulent passer la frontière, s'enfuir aux États-Unis. À Windsor, Mérine et Schneider louent aussitôt une voiture et reviennent vers l'Est. Ils passent quelques jours à Montréal, puis remettent le cap sur la Gaspésie. Le 29 juin, en fin d'après-midi, ils sont de retour à Percé. Lui, s'en retournant une deuxième fois à Percé, cherchant à trouver un bateau qui le reconduirait dans son pays.
parce qu'on lui avait dit qu'à Gaspé, il y avait parfois des bateaux, là, pas des transatlantiques, mais des bateaux de marchandises qui pouvaient le prendre à bord. Puis le matin du 30 juin 1969, on retrouve le corps sans vie d'Evelyne Le Boutillier. L'aubergiste a été étranglé. Tout de suite, les soupçons se portent sur le couple. Alors, les policiers ont retrouvé dans le salon où gisait le corps de la victime, des verres, tasses, cendriers, sur lesquels le caporal Léveillé, qui est un expert en empreintes digitales pour la Sûreté du Québec, avait découvert les empreintes digitales et de Messrine et de Mademoiselle Schneider. Ce jour-là, contrairement à ce qu'il avait dit au moment du procès, de toute façon son livre « Coupable d'être innocent » le confirme, ce jour-là, il a bien été présent au motel, ce qui a expliqué les empreintes qu'on a trouvées et tout le reste. Ce n'étaient pas des empreintes qui dataient de plusieurs jours, mais bien du jour de la mort du motel, quoi. Le couple décide alors de fuir à nouveau. Cette fois, ils franchissent la frontière américaine et se dirigent vers le Texas, en direction de Dallas. Et ils vont être arrêtés là-bas à la mi-juillet 69 par les policiers qui vont les expatrier au Canada. Voilà donc Messrine et Jeanne Schneider de retour au Québec. Et on va leur faire d'abord un premier procès pour l'enlèvement de M. Deslauriers. Et ils vont écoper à ce moment-là de 10 ans pour Messrine et 5 ans de prison pour sa compagne. Et qu'ils se retrouvent en septembre 69, les deux, Jacques et Jeanne, se retrouvent à Percé, où là, on tient l'enquête préliminaire pour cette accusation de meurtre-là. Et là, Jacques Messrine et Jeanne Schneider réussissent à s'évader de la prison, mais ils sont pris dans les heures qui suivent. Le procès pour meurtre de Jacques Mérine et Jeanne Schneider s'ouvre le 18 janvier 1971 au palais de justice de Montmagny. Il figure encore aujourd'hui dans les annales comme l'un des plus grands procès du 20e siècle au Québec. Jacques Messrine a, pour le défendre, Raymond Daoust. Raymond Daoust, qui à l'époque est le grand criminaliste de sa génération. Durant les premiers jours, évidemment, c'était la preuve de la couronne. Alors là, les gens restaient un peu perplexes. À première vue, en tout cas, la preuve de la couronne est très solide. Mais il y a Raymond Daoust, donc un criminaliste de première force. Il y a Jacques Messrine, qui est un garçon très intelligent, et là, il va vraiment le démontrer de façon éclatante, et il va témoigner de façon très habile. Mais il va aussi avoir, tout au long du procès, une attitude, dans les circonstances, très habile. Et Messrine, qui n'était pas le dernier venu, s'est écrié tout à coup, en pleine salle d'audience, « Je veux passer le détecteur de mensonges. Faites-le-moi passer. » Il a fait tout un bouquin avec ça. Et, évidemment, nous, on savait bien que ce n'était pas admis. On lui disait, taisez-vous, maître Messrine, monsieur Messrine, taisez-vous. Mais c'était rentré dans l'oreille des jurés. Il va affronter ou confronter le juge Miquelon, qui va parfois perdre carrément les pédales. Le juge Miquelon est un ancien procureur de la Couronne, qui était d'ailleurs procureur de la Couronne quand Coffin a subi son procès pour meurtre à Percé. À quelques reprises durant le procès, il a ordonné aux policiers de sortir Messrine. Et à un moment donné, là, il a crié au juge, « Tu as assassiné Coffin, tu ne m'assassineras pas. » Ça, j'ai entendu ça de mes propres oreilles. Au procès de Montmagny, la preuve de la couronne repose essentiellement sur deux faits à prime abord assez convaincants. D'abord, on a relevé les empreintes digitales de Mérine et Schneider dans la pièce où Evelyne Le Boutillier a été assassinée. Ensuite, la police a trouvé dans la valise des accusés des bijoux qui auraient appartenu à la victime. La police avait des déclarations de la nièce de Mme Le Boutillier qui travaillait avec elle à l'auberge des Trois Sœurs, de la sœur de Mme Le Boutillier, une dame Billard, je pense, et une autre, là, une belle-sœur. À l'effet que ces bijoux-là appartenaient à la victime. Et Maître Daoust, qui représentait Jacques Messrine et Jeanne Schneider, avait demandé et obtenu une commission rogatoire à Paris pour que différents témoins viennent identifier les bijoux. Alors, le père de Jacques Messrine
est venu dire devant la commission rogatoire que certains bijoux, c'est lui qui les avait donnés à Jacques Messrine, entre autres, et à Jeanne Schneider. On a également, lors de cette commission rogatoire, déposé des photos prises quelques années auparavant, là, avec Mme Schneider qui porte les bijoux. Alors, c'était des preuves absolument là, convaincantes, n'est-ce pas? Deuxième aspect, le deuxième point de la preuve de la couronne, c'était des empreintes qui ont été trouvées sur les lieux. Il y avait, entre autres, des empreintes sur un revers, tout ça. Mais ça, Raymond Daoust a fait venir un expert en empreintes digitales, une espèce de pigiste, qui a pu miner cet aspect-là de la preuve de la couronne. Qui est venu démontrer que des empreintes digitales, lorsqu'elles sont dans une atmosphère spéciale, peuvent rester plusieurs jours. Exemple, si c'est à l'intérieur d'une maison. Alors, ils étaient là aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste. Le meurtre était commis le 30 juin, de sorte que ça faisait seulement une période de quelques jours. Et il a aussi pu démontrer que l'expert, le soi-disant expert de la Sûreté du Québec en empreinte digitale de l'époque n'était pas un si grand expert que ça. Il arrivait avec toutes sortes de subterfuges et de techniques à leur faire dire pas mal ce qu'ils voulaient ou à les contredire, à les mettre tellement en contradiction avec ce qu'ils avaient déjà dit que le témoin devenait d'une confusion terrible et puis le jury disait ce témoin-là n'est pas valable. Messrine sans Raymond Daoust, je ne pense pas qu'il s'en serait sorti, mais Raymond Daoust sans Messrine n'aurait peut-être pas gagné. C'est très important, je pense, de savoir que Messrine a vraiment été un très fin tacticien en cours. C'est un garçon très intelligent. Il a vraiment rusé et il l'a démontré là. Il ne s'est jamais démenti. Il ne s'est pas trompé. Il avait une mémoire fantastique. Il avait une prestance, une assurance déconcertante. Quand il affirmait quelque chose, là, il fallait le croire. La stratégie porte fruit. Le 6 février 1971, après 3 semaines de procès, le jury acquitte Jacques Mérine et Jeanne Schneider. Alors, le juge Miquelon a dit au juré, je vous remercie, messieurs les jurés, je ne suis pas de votre avis. Si j'avais été à votre place, moi, je l'aurais déclaré coupable. Et si jamais vous passez par Percé l'été prochain, arrêtez au cimetière faire une prière sur la tombe d'Evelyne de Boutillier. Et c'est là que Messrine a réagi, n'est-ce pas, en disant, en criant toutes sortes d'invectives au juge. Aussitôt que le policier lui a enlevé les menottes, il s'est précipité sur le policier André Pouliot et lui a fracturé le nez d'un coup de poing. Alors ça, c'est un incident. C'est pour vous démontrer que cet individu-là était tellement orgueilleux, il ne pouvait pas tolérer d'être en situation d'infériorité. Mais l'acquittement de Montmagny ne suffira pas à Jacques Mérine. Quelques années plus tard, dans un ouvrage posthume intitulé « Coupable d'être innocent », il se défend à nouveau d'avoir assassiné Evelyne Le Boutillier. Mais il va encore plus loin. À peine voilé, il fait peser de forts soupçons sur la nièce de l'aubergiste, Irène. Cet assassinat-là, dans le fond crapuleux, ne correspond pas à l'image qu'il veut donner de lui-même de grand bandit, de Robin des Bois, d'Arsène Lupin des temps modernes. Qui sait ce qui a pu se passer? Mais je préfère le croire innocent sur cette histoire, mais je crois que cette histoire l'a quand même suffisamment touché pour qu'il en fasse quand même un livre consacré rien qu'à ça. Alors, moi, Maître Daoust m'a demandé de compléter le livre avec des notices biographiques, de rappeler la carrière de Mérine, tout ça, ça figure en dernière partie du livre. Et puis c'est alors que je travaillais à ce livre-là qu'il m'avait demandé d'appeler pour vérifier un certain détail, d'appeler l'ex-maîtresse de Jacques Mérine, Jeanne Schneider. Puis je lui avais raconté un peu ce que le livre contenait. Et c'est là qu'elle m'avait crié au téléphone « Ne publiez pas ça, ne publiez pas ça ». Je lui parlais de la nièce, toujours, là. Et puis là, elle m'avait dit, elle était en larmes, si vous saviez de quoi Jacques était capable, et puis c'était atroce ce qui s'est passé à Percé. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Quand on regarde l'affaire de très près, ça regarde mal. Moi, je le vois pas coupable, parce que je le vois mal tuer une femme de cet âge-là. Et j'ai trouvé ça tellement important que je considérais que c'était comme un aveu de la part d'une co-accusée de meurtre.
et qui reconnaissait les faits. Acquittés du meurtre d'Evelyne Le Boutillier, les deux accusés retournent en prison servir leur sentence pour l'enlèvement de Georges Deslauriers. Jeanne Schneider, après avoir purgé sa peine, rentre discrètement en France. Mais Mérine, lui, n'a pas fini de faire du bruit au Québec. Lorsqu'il entre à l'unité spéciale de correction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en février 1971, Jacques Mérine n'est qu'un petit truand comme tant d'autres sans beaucoup d'envergure. Mais c'est au contact de co-détenus au passé beaucoup plus lourd que le sien qu'il deviendra l'ennemi public numéro 1. Mérine avait été détenu ici avec Richard Blasse et avec les pires, c'était les plus dangereux des criminels de l'époque. Lui, au niveau CV, il était quand même inférieur à eux parce que, bon, la plupart des gens qui étaient incarcérés là-bas avaient des 20 ans, des 22 ans, des 25 ans. On est au Québec à l'âge d'or du grand banditisme québécois francophone. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution tranquille dans les milieux criminels québécois aussi. Et là, il y a une montée de desperados, de braqueurs qui font la pluie et le beau temps dans les rues de Montréal. Et parmi ceux-là, il y a Richard Blasse, il y a Michel Lafleur, puis il y a surtout un certain Jean-Paul Mercier. Dès qu'il a commencé à rencontrer, je pense, des gens aussi largement aussi déterminés que lui, ben je dirais qu'il a trouvé de l'harmonie au niveau rapport humain, quoi. Il a trouvé des gens qui en avaient autant que lui, quoi. À l'unité spéciale de correction, Jacques Mérine devient le missionnaire d'une cause qu'il n'abandonnera jamais, aussi bien au Québec que plus tard lorsqu'il rentrera en France, celle des conditions de détention dans les prisons à haute sécurité. À l'époque, moi, je m'occupais beaucoup des felkistes. J'avais fait le procès de Paul Rose, et puis Paul était détenu à l'unité spéciale de correction, puis il m'avait parlé des conditions absolument abominables de détention. Et je suis allé vérifier moi-même. Et pour documenter mon dossier, j'ai rencontré une couple de détenus qui étaient là à cette unité spéciale de correction-là, dont Jacques Mestrim et Jean-Paul Mercier. L'USC l'a plus fabriqué, je dirais, que les voyous québécois, parce que là-bas, on lui a pris la haine, quoi. Une nouvelle fois, on lui a réveillé sa colère. Ils étaient gardés 23h30 par jour en cellule, avec les lumières au plafond, des gardiens qui les surveillaient tout le temps. Il a été avéré que les conditions de détention ici étaient vraiment inhumaines. Les détenus, comme Mérine me l'avait dit, étaient gazés, entre autres. J'ai même dit aux journalistes que, selon moi, lorsque des gens sont détenus dans des conditions aussi inhumaines de détention, c'était leur devoir de s'évader. Alors, à peine un an après son enfermement à l'USC, Mestrin réussit donc l'impossible en compagnie de Jean-Paul Mercier et de 4 autres détenus. Ils vont tailler, barbeler, puis tout ça. Bref, ils se retrouvent libres. Et il me l'avait dit qu'il était pour s'évader. Et j'ai dit, bon, il a rempli sa promesse. Il a réussi. Puis écoutez, c'était pas de mince affaire s'évader de là. Il est arrivé un groupe de 4 ou 5, je me souviens pas trop. J'avais 10 ans, 11 ans. Et il y avait 2 là-dedans qui parlaient français. Quand je suis sorti de la piscine, il disait « Allô, Coco ». Il m'a mis la main sur les cheveux. Il m'a brassé un peu. Puis nous, on trouvait ça bien drôle parce qu'il parlait à la française. Puis c'est la première fois qu'on entendait quelqu'un parler comme ça. Et suite à ça, on a su quelques mois plus tard que c'était Jacques Mérine. À ce moment-là, il était probablement en cavale. Nous sommes le 21 août 1972 et dans les jours qui suivent, Mérine et Mercier vont braquer autant de banques qu'ils le peuvent. Le 26 août, à 10 minutes d'intervalle, ils attaquent 2 caisses populaires de la région de Québec. Le 28, à Montréal, ils braquent une succursale de la Banque Toronto Dominion. 3 jours plus tard, ils retournent à la même succursale. C'est vraiment sur le terrain, à Montréal, avec Mercier, qui va vraiment apprendre la technique du braquage éclair. Il est certain que dès l'évasion de l'USC, d'abord, il avait trouvé un véritable petit frère, parce que c'est les 2 seuls qui sont restés ensemble, d'ailleurs, dès le premier jour de l'évasion. Les autres étaient chacun de leur côté. Et il a manifestement pris école, je dirais, ce qu'on appelle en France du braquage à l'américaine, quoi. Et ils vont faire mieux encore. Ils vont prendre d'assaut le centre de détention. Ils ont prévenu d'une façon ou d'une autre leurs amis de là-bas.
Et ils vont se présenter là un soir, armés jusqu'aux dents. Et là, ils ont été repérés par les gardes là, dans les miradors. Là. Et il y a eu un échange de coups de feu. Mais bref, avant qu'ils puissent mettre leur plan exécution, ils sont interceptés par la police. Mercier est blessé de 2 balles au bras et à la jambe, mais ils réussissent quand même à s'enfuir. Nous sommes à l'automne 1972. Mérine et Mercier, armés jusqu'aux dents, profitent d'un dimanche après-midi pour pratiquer leur tir dans un boisé des Bois-Francs. C'est là qu'ils sont surpris par 2 gardes-chasse. Le secteur en question, c'est tout près de la transcanadienne Montréal-Québec. C'est le chemin de la petite Belgique qu'on appelle, qui coule le sac jusqu'à la transcanadienne. Et c'est non loin de Saint-Louis-de-Blandford. Là, les gardes-chasse ont intercepté le véhicule. Autrement dit, ils ont barré le chemin. Puis c'était pas des agents qui avaient l'habitude de s'éterniser. Ils finissaient leur chiffre puis ils retournaient chez eux. Là, c'est Jean-Paul Mercier, qui était le chauffeur, et à la demande des gardes-chasse, a ouvert la valise arrière. Et quand ils ont aperçu les armes à feu qu'il y avait dedans, ils ont voulu probablement les saisir. Et là, à ce moment-là, Jacques Mérine ne l'entendait pas de même. Il était environ 9h moins quart, 9h, lorsqu'on a vu l'agent Aymon qui s'en est en courant. Puis il était tout énervé, puis il a dit « J'ai trouvé le véhicule ». Jacques Mérine a sorti du véhicule avec son revolver et Jean-Paul Mercier lui a agrippé le fusil que l'autre garde-chasse avait. Et là, il l'a mis en joue. L'autre a tenté de s'enfuir. Alors, il a été tiré dans le dos, une balle dans les jambes, dans les cuisses. Et là, il a tombé. Et là, Jacques Mérine s'est approché et il a tiré en arrière de l'oreille 3 balles de revolver à bout de touchant. On est allé vérifier à l'autre bout et on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de balles de différents calibres de tirées, qu'il y avait eu un pique-nique. Ils ont conduit, puis là, à ce moment-là, Jean-Paul Mercier, lui, qui tenait l'autre destination, a déchargé le fusil 12 dans sa direction, en direction du cœur. C'était des balles SSG qu'on avait là-dedans. Alors, ça a fait 12 trous dans la poitrine. Je savais qu'il y avait une pelle qu'on avait saisie récemment. Voyant qu'elle n'était pas là, j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il y avait du sang après le panneau. Et là, ils ont caché les 2 cadavres dans le fossé, un petit fossé à côté. Après leur avoir enlevé leur arme, leur argent. C'était en dînant le midi. À un moment donné, il y a un des agents qui fumait, puis il a tiré son allumette, puis en disant ça, il dit « Ils sont là ». De voir mes 2 compagnons qui étaient là, un sur le dos, puis un plein ventre. Un qui avait de l'argent dans ses mains. Ils étaient couverts de branches de fougères. Alors, ce qu'on a fait, on a retiré ça sans toucher au corps. On a regardé, puis moi, j'étais plus capable. Là, je suis retourné dans le chemin, puis j'ai tout fait. J'ai passé par toutes sortes de... J'aurais tendance à dire que sur l'affaire des gardes-chasse, mon père a été totalement dépassé, je pense, par la réaction, je dirais, instantanée qu'a eu Mercier. Et je pense, en tant que frère d'armes, si on peut le voir comme ça, il a terminé le travail pour se dire, de toute façon, si on se fait choper, on se prendra tous les 2 la prison à vie, et voilà, quoi. Alors, on a trouvé leur piste, soit au Waldorf Astoria, à New York, où ils ont séjourné 3 jours. Subséquemment, ils ont quitté les États-Unis pour le Venezuela. Alors, manque de peau, quand ils sont à Caracas, ils apprennent que la police québécoise sont sur leur piste à travers Interpol. On sait très bien qu'ils sont passés par New York, et même pire, on sait qu'ils sont à Caracas. En fait, mon père est à Caracas. Jean-Paul Mercier est accompagné d'une petite amie qu'il s'est fait. Et Messrine, lui, aussi, est accompagné d'une jeune fille de 19 ans. Là, il y en a 36. Jocelyne Derèche, très jolie au demeurant, et qui va l'accompagner aussi, donc, dans sa cavale au Venezuela. Là, il va y avoir un problème au Venezuela. La petite amie de Mercier est victime d'un accident. Elle doit rentrer au Québec. Mercier va rentrer avec elle. C'est là que tout d'un coup que mon père décide de rentrer en France, en fait. Et il dit, je vais rentrer en France quelque temps, le temps qu'on m'oublie un petit peu au Québec. Et quand Mercier sera prêt, je vais le rejoindre, quoi.
Lorsque Jacques Mérine revient en France après 5 ans d'absence, il reprend exactement là où il avait laissé au Canada. Il braque banque après banque et les journées sont plutôt payantes. Là, il fait le même régime que ce qu'il a fait avec Mercier en fait au Québec. Une banque le matin, une banque l'après-midi. Que des petites banques, que des petits trucs tranquilles. C'est sa période, je veux dire, ce que j'appellerais discrète, quoi. Donc il fait des paies d'usine, il fait des choses comme ça. Mercier ne chôme pas non plus depuis son retour à Montréal. Il est toutefois repris par la police suite à un vol de banque qui tourne mal. Il devra alors non seulement répondre de ce crime, mais aussi du meurtre des gardes-chasse. Jacques Mérine aura fait beaucoup de dommages pendant les presque 5 ans qu'il a passé au Québec. Lorsqu'il rentre en France à la fin de 1972, il est un homme très différent de celui qui a débarqué à Dorval à l'hiver de 1968. Il lui reste 7 ans à vivre. 7 années au cours desquelles il rendra littéralement folle la police de son pays. Alors, quand il revient en France, c'est pas du tout le Messrine d'il y a quelques années plus tôt. C'est un braqueur de banque professionnel, un grand évadé de prison. Et donc, il y a déjà dans le milieu français qui va retrouver là, où il était dans le fond un personnage de troisième zone. Et là, il arrive déjà entouré d'une espèce d'aura de grand bandit. Il est toujours avec sa québécoise, avec Joyce, hein, comme il disait, sa québécoise. Et certainement, je dirais, le plus grand amour de sa vie, ça j'en suis certain après ma mère. Printemps 73 à Paris. Il blesse grièvement un policier et est arrêté par la police 3 jours plus tard. En juin, évasion spectaculaire. Comparaissant au palais de justice de Compiègne, il prend le juge en otage et disparaît dans la nature. C'est cette période-là où manifestement il prépare un très gros coup. Il fait des banques en attendant et il se fait arrêter. Il met donc Joyce à l'abri, il lui demande de rentrer au Québec. En France, elle était accusée d'association de malfaiteurs et tout. Elle avait été mise en liberté provisoire. Donc automatiquement, en rentrant dans son pays, il y a abri de liberté provisoire. Alors ce que je vous demande surtout, c'est ça, maître. Vous en occupez très très sérieusement. S'il y a tout problème qui peut se présenter, je dis qu'elle s'adresse à vous. Si la France veut la revoir, soit comme témoin ou comme accusé en France, il faudra qu'elle procède selon les formalités d'extradition que nous contesterons d'ailleurs énergiquement pour garder Mlle Desrèches ici au pays. Les deux amants ne se reverront plus. Mais Jocelyne Desrèches demeurera un lien essentiel entre les deux amis de peine et de cavale, Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier. C'est une amitié, dans le fond, en tout cas de la part de Messrine, puis je pense bien chez Mercier aussi, profonde, véritable. Les deux amis projetaient de se retrouver un jour ou l'autre au Québec. Mais si Mérine est en cavale, Mercier, lui, purge une sentence à vie pour le meurtre des gardes-chasse. J'ai appris pour votre client, M. Jean-Paul Mercier, c'est bien dommage pour lui, ça m'a fait de la peine. Pas chanceux, que voulez-vous, c'est la vie. Si vous le voyez encore, donc transmettez-lui mes amitiés. Puis s'il a besoin de quelque chose actuellement, faites-le moi savoir. Jocelyne Desrèches, la petite amie de Jacques Messrine, à un moment donné, va se présenter au centre de détention de Laval et en tout cas, c'est ce que vont prétendre des policiers, et dans sa bourse, elle va avoir une arme, elle va demander à voir Jean-Paul Mercier au parloir, et Jean-Paul Mercier va trouver le moyen de mettre la main sur l'arme, et ça va être une des occasions où il va à nouveau s'évader d'une prison québécoise. Nous sommes en octobre 1974 et le chapitre Mérine-Mercier tire à sa fin. Une semaine après s'être évadé de Saint-Vincent-de-Paul avec 4 autres détenus, dont Richard Blasse, Jean-Paul Mercier est abattu par la police alors qu'il s'apprête à braquer une autre banque. Mérine a-t-il été l'instigateur de cette évasion du fond de sa cellule? Nul ne le sait vraiment. Mais pour lui, le combat n'est pas fini, puisqu'il doit retourner au tribunal pour faire face à une douzaine de nouvelles accusations. Alors il y avait 2 causes françaises d'abord qui étaient des tentatives d'homicide sur des agents de la force publique. Et puis il devait y avoir l'affaire des gardes forestiers qui devait être transmise à la justice française. Il faisait un véritable show. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont tué, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de recommencer un procès pareil.
Et puis il avait un tel bagou, il avait réponse à tout, et on y allait un peu comme on allait au théâtre tous les après-midi, quoi. J'avais mis des règles très strictes, très impérieuses. Et fort de mes 2 longues années d'expérience, j'étais allée le voir d'une façon directe en lui disant « Monsieur, avec moi, ce sera toujours le vouvoiement. Vous ne demanderez rien qui soit d'illégal à votre avocate. » Et il m'avait dit tapez là, je ne vous demanderai jamais rien qui ne soit anormal, comme encore il pouvait y avoir à l'époque, parce que c'est plus pensable maintenant, mais des passe-droits. Et il a tenu promesse, il ne m'a jamais rien demandé qui soit illégal. Un Français qui demeure un Français pour eux autres, lorsqu'il est pris sur son territoire, il pouvait subir un procès pour des crimes qu'il avait commis à l'extérieur. Alors, des juges d'instruction étaient venus nous rencontrer. On avait étalé devant eux autres la preuve qu'on avait contre Jacques Mérine sur l'assassinat des 2 gardes-chasse. Alors, on était prêts. On avait même envoyé des exhibits en France, les revolvers, les chis pour faire la procédure. Et il s'est évadé. Des informations selon lesquelles des policiers français auraient appris au Canada au cours d'un voyage que Mesrine se préparait à s'évader ont été confirmées. Ces policiers de retour en France, au mois d'avril déjà, avaient averti les autorités pénitentiaires. Comme c'est la 3e évasion de Mesrine, considérée par certains comme l'ennemi public numéro 1, le scandale est de taille. Juste avant son évasion, Mérine avait subi une cruelle déception. Ayant décidé d'épouser Jocelyne de Rech, celle-ci débarque à Paris et est aussitôt jetée en prison pour une affaire de faux papiers que Mérine lui avait procuré en 1973 lorsqu'elle avait quitté la France pour le Québec. Aux yeux de Mérine, ce mariage auquel les autorités de la prison de la Santé avaient d'abord consenti était donc un guet-apens. C'est un homme maintenant qui est prêt à tout. Est-ce que c'est le dangereux criminel qu'on dit, selon vous? De la façon dont elle a attaqué, là, oui. Dès lors, Mérine multiplie les coups spectaculaires. Attaque du casino de Deauville sur la côte normande. Tentative d'enlèvement du juge Petit, président de la cour d'assises de Paris. Opération ratée dont il réussit à se sortir in extremis. Puis, en juillet 78, il donne une entrevue à la journaliste Isabelle de Wengen, publiée dans Paris Match et l'hebdomadaire montréalais Photopolis. Il dit qu'on ne le prendra pas vivant. Il y avait un petit côté cow-boy, quoi. Par exemple, quand les policiers arrêtaient les gens pour des histoires de fautes routières ou des contrôles, tout le monde ricanait sur le thème « Ah alors, vous n'avez pas trouvé Mérine ?» Vous voyez, c'était devenu une plaisanterie. Jacques Mérine finit sa carrière sur 2 coups d'éclat. En juin, il enlève le millionnaire Henri Lelièvre et obtient une rançon de 6 millions de francs, soit à l'époque l'équivalent d'1,5 million de dollars canadiens. Puis en septembre, il tend un guet-apens au journaliste d'extrême droite Jacques Tillier, qu'il considère comme un indicateur de police, le blesse de 3 balles de revolver et le laisse pour mort. Autant dans la première partie de sa cavale, et une partie de sa cavale notamment quand je le rencontrais, il faisait très attention, autant à la fin, il avait une espèce d'attitude un peu suicidaire. D'ailleurs, il n'avait plus rien à faire en France, il avait eu de l'argent avec l'affaire Lelièvre, il devait partir, il avait dû s'installer à l'étranger. Et tout était fait pour qu'il passe à l'étranger. Et les gens qui devaient le faire passer ne comprenaient pas parce que de semaine en semaine, il reculait sans arrêt pour des prétextes complètement futiles. Le 31 octobre, la police repère l'appartement de Mérine, rue Belliard, dans le 13e arrondissement. Elle frappera 3 jours plus tard. Écoutez, ma réaction, la première réaction, ça a été une infinie tristesse parce que mon client était mort. Et ensuite, ça a été de la révolte et de l'indignation sur la façon dont cette interpellation a eu lieu. Lorsque Mesrine s'est vu entouré de voitures, il a entrouvert sa portière. Nous savions qu'il avait avec lui des grenades défensives. Et effectivement, les constatations ont permis d'établir qu'il avait dans une sacoche ouverte à ses pieds 2 grenades défensives. À partir de ce moment-là, nous ne pouvions pas le laisser utiliser ces grenades. Et nous avons été amenés à tirer. Il a été assassiné, il était assassiné, donc on arrête de tourner autour du pot, de dire « mais non, il a eu 3 secondes pour lever les bras, mais ils font rire qui ces gens-là? Il a eu aucun temps, il a été assassiné, même pas comme on assassine un chien. » Nous avons à peine 10 jours après déposé une plainte pour assassinat contre les responsables de ce meurtre. Ce fils de la petite bourgeoisie parisienne aura donc pendant plus de 10 ans nargué les polices de 2 États sur 2 continents.
Et curieusement, malgré 39 assassinats revendiqués, c'est sa propre fin tragique qui demeure, encore aujourd'hui, objet de controverse. Fond de teint pour peau sensible, $75. Bottes de Godzilla sur mesure, $4000. Ne pas avoir la langue dans sa poche, ça n'a pas de prix. Voyez Gene Simmons en solo dans Excès de Stars, ce soir 23h à Canal D.